Christophe Cuvelier, je n'ai pas besoin d'insister sur le fait que les idées, les débats, la tradition des forums à la FNAC, c'est dans l'ADN, je dirais, les gènes de la FNAC. Oui, vous l'avez remarqué, on a déjà commencé à agiter un petit peu ce soir. Effectivement, c'est ici que tout a commencé, puisque c'est dans cette FNAC qui a ouvert en 1974. C'est la première fois qu'on vendait du livre, et c'est la première fois qu'on a créé ce qu'on appelle les forums de rencontre de la FNAC, c'est-à-dire ces lieux où vous trouvez aujourd'hui, et qui sont faits pour effectivement échanger, débattre, parler, et c'est ce qui nous retrouve ce soir. Alors, on pourrait considérer que dans un pays riche, opulent, libre, pas pour tout le monde peut-être, mais quand même, qu'est la France, et dans une maison comme la vôtre, parler des droits de l'homme, ça peut sembler un peu vaniteux. Vous n'avez pas voulu, compte tenu de l'importance de l'événement, de ce qui va se produire le 10 décembre, c'est 60 ans, vous n'avez pas voulu baisser pavillon, les droits de l'homme. Non, parce que les droits de l'homme, c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose d'universel, bien entendu. Et je pense que c'est le rôle de la FNAC, en partenariat d'ailleurs avec la Fédération internationale des droits de l'homme, que je remercie pour ce partenariat, et bien sûr d'organiser ces rencontres, d'organiser ces colloques qui commencent ce soir et qui se tiendront demain et après-demain autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors vous avez tous les thèmes des débats qui vont se succéder en effet demain et samedi ici même à la FNAC autour de thématiques plus précises, d'angles plus précis sur cette question des droits de l'homme. Vous avez souhaité, avec cet anniversaire particulier, ces 60 ans, donner un relief à cette série de débats particuliers et du coup, plateau prestigieux. Un mot peut-être pour vos invités. Oui, un mot, je ne vais évidemment pas les citer tous parce que ce serait trop long et c'est votre job en plus. Ouais. Non, je voulais vous remercier tous d'être là ce soir. Nous sommes à la fois très heureux et surtout très honorés que vous ayez accepté de participer à cette rencontre, à cette ouverture de cette série de rencontres autour du 60e anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme. Et je voulais vous en remercier très sincèrement au nom de toutes les équipes de la FNAC, en nom propre, et au nom de tous les clients de la FNAC et les adhérents de la FNAC qui peuvent suivre cette rencontre ce soir sur notre site internet. Merci de votre présence à tous, nous sommes très sincèrement touchés. Merci. Christophe Cuvelier. Alors, c'est une soirée dans laquelle j'espère, avec les étudiants de Sciences Po, avec des militants de la cellule d'Amnesty International, de la FIDH sûrement aussi, et puis tout simplement ceux adhérents de la FNAC ou non, qui sont venus ce soir et qui ont l'intention, le cas échéant, d'intervenir, de porter une objection, de poser une question. J'espère qu'on arrivera à parler, à débattre d'ici à 22h avant le concert d'Abdallah Agumbadougou. Alors, auparavant, je vais demander à nos invités de me rejoindre sur scène, les 8 de nos invités. 8, vous êtes tous les invités. J'ai vu que Noël Châtelet, l'écrivain, que Yvan Levaille ou Florence Aubedat, notre confrère, sont là aussi ce soir. Peut-être voudront-ils intervenir. Monsieur Hessel, je vous en prie, tous nos invités. Et pendant ce temps-là, pendant que vous prenez place, je vais donner la parole à une comédienne qui est ici parmi nous, Florence Darel. Florence Darel, Taslima Nasrine, si vous voulez bien nous rejoindre, je vais vous demander, Taslima, de venir. Je voudrais, Florence Darel, tout simplement, pendant que nos invités prennent place, pour qu'on se remémore quand même de quoi on parle. On ne peut pas citer, évidemment, les 30 articles de cette fameuse Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais ce serait incongru, indécent, de commencer notre conversation, notre débat, sans, un tant soit peu, avoir entendu quelques-uns des articles de cette déclaration. 30 articles, 1948, elle est adoptée sur le travail effectué notamment par Stéphane Hessel qui est avec nous ce soir, diplomate, qui a participé. Elle est adoptée au Palais de Chaillot à Paris à l'époque. La Déclaration universelle qui reprend ou qui développe certains des articles de notre propre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Florence Darel, merci d'avoir accepté de nous lire 3-4 de ces articles, ceux qui vous tiennent à cœur. Je vous en prie. Je mets là, parce que sinon on n'entend pas. Voilà. Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 9. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Article 16. À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa dissolution. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'État. Article 19. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Merci, Florence. On peut peut-être applaudir non seulement Florence, mais évidemment, merci, la déclaration elle-même. Stéphane Hessel, est-ce que vous avez... Attendez, ne bougez pas, on va vous fournir. Voilà, asseyez-vous, je vous en prie. La grande question ce soir, ce qu'on va décliner les uns et les autres sans doute au fur et à mesure de cette soirée, c'est depuis 60 ans, où en est-on des promesses de ce texte, de cette déclaration? Est-ce qu'on est dans un progrès permanent, ou est-ce qu'au contraire, on peut considérer qu'on vit, c'est la thèse d'un certain nombre de nos invités ce soir qui diront, une régression dans l'application de ces droits de l'homme, ceux qu'on a cités et les autres? Quelle est votre opinion à vous, qui est un optimiste de tempérament, mais lucide tout de même, et qui avait participé au combat pour faire adopter par les Nations Unies, les 48 pays à l'époque, cette déclaration? Je suis content de répondre à cette question. Ce sera ma seule contribution à cette merveilleuse soirée. Je félicite les participants, je félicite les organisateurs. Alors oui, il y a 60 ans, j'y étais. J'y étais pendant 3 ans. On a travaillé, on a accouché d'un beau texte. Et ce texte, aujourd'hui, il est tout aussi valable qu'il l'était il y a 60 ans. Les valeurs qui y sont consignées, les droits et les libertés qui y sont écrites, sont aussi nécessaires aujourd'hui. Avons-nous progressé depuis? Mais oui, bien sûr, il y a eu la fin de l'apartheid, il y a eu la fin du stalinisme, il y a eu la fin de la colonisation. Il y a beaucoup de choses qui ont progressé et nous avons maintenant même un tribunal pénal international qui est capable de juger des tyrans et des oppresseurs. Donc ne disons pas que rien n'a été fait. Mais disons aussi que si ces valeurs sont aujourd'hui aussi impérieusement nécessaires qu'ils l'étaient il y a 60 ans, lorsque j'avais 30 ans. Attention, 30 et 60, ça fait 80. Oublions. Mais en revanche, ce qui est vrai aussi, c'est que ces droits sont violés partout, sont violés en France, sont violés aux États-Unis, c'est-à-dire dans des démocraties qui se veulent défenseurs des droits de l'homme, sont violés en Israël, où on traite les Palestiniens comme des chiens. C'est tout à fait inadmissible. Ces viols des droits de l'homme nous interpellent. Les valeurs, nous y croyons, les violations restent impunies. Et c'est contre cela que nous devons tous protester. Nous avons une responsabilité. Nous, moi, non, la vieille génération, c'est fini. Vous, les très jeunes, là, il y en a de tout jeunes, il y en a des jeunes un peu plus vieux, mais il y en a aussi de jeunes. Et il y a des femmes merveilleuses, je pense naturellement à Tasmina, qui a été un exemple de la manière dont on doit lutter pour ses droits, lutter pour ses libertés. Et si je vous quitte dans un moment, c'est pas parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire, mais c'est parce que de l'autre côté de Paris, à l'UNESCO, il y a Human Rights Watch qui sont aussi des défenseurs des droits de l'homme et qui m'ont invité à dîner. Alors je vais y aller, je vous quitte et je vous dis bon courage, ayez de l'audace, ayez de la volonté et comme ça ces valeurs pour lesquelles nous avons essayé de rédiger un beau texte, eh bien ces valeurs resteront un guide pour les jeunes de toutes les sociétés humaines. Merci. Je voudrais d'un mot vous présenter nos invités. Je vais revenir dans un instant sur Taslima Nasrin, qu'on présente, bien sûr qu'on ne présente pas, mais qu'on présente parce que son histoire est clé pour comprendre aussi, et vous n'en avez pas tous la mémoire entière à la tête, dans l'esprit dans un instant. Bien sûr, j'y reviens. Mais Stéphane Hessel, je l'ai dit, diplomate qui vient intervenir, et puis à ses côtés,
à côté de la place qu'il occupait il y a quelques instants. Geneviève Garrigos, vous êtes présidente d'Amnesty International France depuis le mois de mars, une organisation qui date des années 60, mais qui est, avec la Fédération internationale des droits de l'homme, sans doute deux des organisations les plus légitimes et les plus prestigieuses dans la qualité du combat que vous menez. À vos côtés, donc, Soyer Belhassem, chère consoeur, puisque vous êtes journaliste au départ en Tunisie, vous êtes toujours présidente de la Ligue des droits de l'homme de Tunisie, et puis aujourd'hui, vous avez donc été élue présidente de la Fédération internationale des droits de l'homme. Yamina Benguigui, on connaît la réalisatrice, l'écrivain, intellectuel qui lutte contre les discriminations depuis longtemps. Vous siégez aussi au Conseil d'intégration, à l'Observatoire de la diversité du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui s'est signalé hier en tapant du poing sur la table en disant qu'il n'y avait pas assez de représentants des minorités à la télévision française. Et puis, vous avez intégré l'équipe de Bertrand Delanoë, et aujourd'hui vous êtes adjointe au maire de Paris, chargée des droits de l'homme et de la lutte. À vos côtés, et la lutte contre les discriminations. Vous êtes à côté de Malka Markovic. Vous êtes, vous, historienne, engagée dans cette lutte pour les droits de l'homme depuis de nombreuses années, au moins une quinzaine d'années. Et vous avez écrit un livre que certains considèrent comme un brûlot. Vous considérez que parfois c'est la Bérésina, les droits de l'homme, notamment dans les grandes institutions comme les Nations Unies, que ce livre s'intitule Les Nations Désunies. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi vous faites cette analyse. Et puis, Blandine Kriégel, qui vient de quitter la présidence du Haut Conseil à l'intégration, philosophe. Blandine, depuis des années, mène aussi à la fois une lutte très concrète pour l'intégration, pour l'application des droits de l'homme chez nous et dans le monde, et puis aussi une recherche personnelle, intellectuelle qu'on connaît et sur laquelle on reviendra dans un instant. Je vais commencer, si vous voulez bien, par donner la parole à notre hôte de marque, je dirais au titre de son expérience et de sa légitimité en matière d'action pour les droits de l'homme, tout simplement parce que, ainsi que notre guitariste historique tout à l'heure, elle a vécu et elle vit encore l'exil aujourd'hui, comme sans doute on ne peut pas imaginer et comprendre, nous, de quoi il s'agit. Taslima Nasrin, gynécologue, médecin chez elle au Bangladesh, 94, écrit depuis quelque temps déjà par ailleurs. Et puis un jour, c'est Lajja, la honte, ce livre où elle dénonce la façon dont on traite les hindous dans son pays, Bangladesh. De fait, il y a une critique de l'islam, de la loi que le Coran, à ses yeux, impose notamment aux femmes. Et là, c'est la première explosion, je dirais, de la déferlante hostile qui va la chasser du Bangladesh. C'est une fatwa, c'est un exil qui va l'amener en Suède, à Berlin, en Europe et puis en Inde. Et en Inde, elle continue à écrire en parallèle, Rumeurs de haine, autre livre, je ne les citerai pas tous, mais a été primé il y a quelque temps. En 2008, elle a reçu le prix Simone de Beauvoir. Elle est aussi citoyenne d'honneur de la ville de Paris. Et puis, elle a reçu le prix des droits de l'homme en France. Et Rumeurs de haine raconte aussi une partie de l'exil. Car 2007, Calcutta, New Delhi, elle est chassée par le gouvernement indien de façon un petit peu ambiguë, évidemment. Elle pense même qu'on a tenté de l'empoisonner. Et puis là, à nouveau, une forme d'exil sur laquelle nous allons revenir. Et puis ce livre, où elle raconte encore ses pérégrinations et cette énorme difficulté pour elle, alors qu'elle voulait faire de l'Inde sa deuxième patrie, de ma prison. Alors, Taslima, je voulais vous demander comment vous envisagiez, vous, qui avez souffert et qui continuez à souffrir dans votre chair de ce point de vue-là, comment vous envisagez la question des droits de l'homme? Qu'est-ce qui vous paraît être l'enjeu principal aujourd'hui sur cette planète au regard de votre expérience? Et peut-être d'abord cette question, est-ce qu'il ne vous paraît pas un peu vaniteux, je dirais, que dans un pays opulent et libre comme le nôtre, on en débatte, non pas de façon mondaine, mais c'est vrai que c'est plus facile pour nous. Est-ce qu'au contraire, ça sert votre cause?
ou est-ce que vous regardez ça avec un peu de distance? Je vais vous demander de prendre le micro. Thank you very much for inviting me here. And of course, I appreciate it very much that France is having this kind of debate on Universal Declaration of Human Rights. I know that it is not possible in many countries in this world. Many people in many countries do not have any idea of human rights. They do not have any idea what really freedom of expression means. I have been fighting for human rights and women's rights and freedom of expression for a long time. But in a Muslim conservative society, I spoke about women's rights and women's freedom. And, I had to leave my country, and then it's not only from Muslim majority country that I was thrown out. I was thrown out from India too, which was Muslim minority country. But what I really believe is human rights. Human rights for some is not enough. We need to fight for human rights for everybody. Freedom for some is not enough. All the people in this world need freedom. In many countries that those countries do not accept the Universal Declaration of Human Rights because they have laws based on religion. Those laws are not compatible with human rights or democracy. So in those countries, women are oppressed because of religion, tradition, culture, and customs. And in many countries that, if they have religious law, it's not compatible with democracy, human rights, and women's rights. On va traduire. I can finish. Yeah. And what is important that many people in the Eastern culture says that Universal Declaration of Human Rights is not suitable with Eastern culture. But it is wonderful to have diversity, but it is wonderful to have multiculturalism, but barbarism, humiliation, torture should not be considered as culture. Female genital mutilation is not culture, it's called torture. Wife beating is not culture, it's torture. We should not accept those in the name of culture. Many Islamic countries say that they should have Islamic human rights. I think that human rights should be based on equality, not based on religion, because women are oppressed by all religions. And there should not be any Islamic human rights, any Hindu human rights, or Christian human rights, or Eastern human rights, or Western human rights. These
Universal Declaration of Human Rights is not Western human rights. The human rights should be applicable for all the people, for Eastern people, for Western people, for Northern people, for Southern people. And there should not be, must not be any religious human rights, and also any human rights based on culture, which is culture is humiliating against women. Donc tout d'abord, elle vous remercie, elle vous remercie beaucoup d'avoir été invitée, et elle apprécie beaucoup le fait que la France justement organise ce genre de débat autour des droits de l'homme, parce que dans beaucoup d'autres pays, c'est une chose absolument impossible. Il y a beaucoup de gens dans beaucoup de pays du monde qui ne connaissent même pas la notion de droits de l'homme, ni même la liberté d'expression. Elle a elle-même lutté, donc elle lutte toujours depuis longtemps pour les droits de l'homme et la liberté d'expression. Elle a vécu dans une société musulmane conservatrice où il n'y a ni droit des hommes, ni liberté d'expression, il n'y a pas de droit pour la femme. Elle a dû quitter son pays, donc au départ qui est un pays donc à majorité musulmane, mais elle a aussi été chassée d'Inde, et l'Inde n'est pas un pays donc à majorité musulmane. Elle croit donc que les droits des hommes ne sont pas des droits pour certains, mais devraient être les droits pour tous les hommes. La liberté ne peut pas être limitée à certains pays ou à certaines populations du monde, mais elle devrait être pour tout le monde, pour toutes les populations. Dans beaucoup de pays, la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas acceptée parce qu'ils ont des lois qui sont basées sur la religion et qu'ils invoquent donc une incompatibilité avec ces droits de l'homme. Or, les droits de l'homme vont de pair avec la démocratie, et dans ces pays, les gens sont opprimés au nom de la religion, au nom des traditions, de la culture ou des mœurs. Dans beaucoup de pays d'ailleurs où c'est les lois religieuses qui sont appliquées, elles sont aussi incompatibles avec les droits de l'homme. Ce qui se dit aussi, par exemple, c'est que le monde oriental ou le monde de l'Est ont une culture qui n'est pas en adéquation avec la conception de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Or, la diversité et la notion de multiculturalité est une chose merveilleuse, mais ça ne veut pas dire qu'il faut accepter la barbarie ou la torture, parce que ce sont des notions qui sont contraires à la culture. L'excision, ce n'est pas de la culture, ce n'est pas une notion culturelle, c'est de la torture. Les femmes battues également. Donc nous ne devons en aucun cas accepter tous ces actes au nom de la culture. Les musulmans voudraient avoir des droits de l'homme musulmans. Il est impossible d'accepter que les droits de l'homme soient basés sur la religion. Les droits de l'homme ne peuvent être basés que sur l'égalité des peuples et des hommes et des femmes. Les femmes sont oppressées dans toutes les religions. Ça aussi, ça ne devrait pas exister. Il ne peut y avoir de droits de l'homme qui soient en fonction donc de la culture ou de la religion. Il faudrait donc les droits de l'homme soient appliqués à tous et qu'il y ait une seule notion des droits de l'homme, c'est-à-dire celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme.